Vincent Duluc, c'est la plume de presse écrite la plus lue de France. Et toujours dans le jeu, c'est le titre d'un grand article que Libé vous consacre. Vincent, vous êtes la plume du journal L'Équipe, passionné évidemment par le foot. Vous êtes celui que tous les aficionados du sport lisent chaque jour. Et on a failli vous perdre, c'est vrai ? En tout cas, on me lisait parce qu'effectivement, ça fait 3-4 mois que je me suis un peu absenté des journaux. C'est vrai que j'ai été malade du Covid, que ça a été un peu compliqué. J'ai passé 28 jours à l'hôpital de Rambouillet, dont 3 semaines en réanimation. Et donc, j'ai fait partie des pourcentages les plus réduits, gravement malades. Et oui, forcément, dans ces cas-là, on pense à plein de choses. Oui, c'est votre première présence aujourd'hui sur un plateau de télévision hors de chez vous ? Oui, absolument. J'ai même pas fait ma rentrée sur la chaîne L'Équipe. Je l'ai fait à distance, de chez moi, en visio, ainsi que c'était la règle pendant le confinement. Mais oui, je suis encore très peu sorti. Je suis sorti de l'hôpital avec des fragilités, avec de la rééducation respiratoire, de la rééducation musculaire, avec la nécessité de retrouver de l'énergie. Donc, je recommence juste à mettre un pied dans le monde. Oui. C'est un témoignage important pour tous ceux qui nous écoutent de raconter comment ça se passe quand on attrape la Covid-19. Et moi, c'est assez simple. J'ai eu de la fièvre pendant 8 ou 9 jours. Au bout de 8 ou 9 jours, mes médecins de ville m'ont dit écoutez, là maintenant, il faut vraiment aller à l'hôpital. Donc, je suis allé à l'hôpital le plus proche de chez moi, à Rambouillet. Et j'avais même pas amené d'affaires. Je pensais y rester quelques heures et repartir. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on m'a fait un examen, à chaque fois qu'il y avait un carrefour, je prenais la mauvaise direction. À chaque fois que je passais d'un pourcentage à un autre, 80% c'est pas grave, mais je me rapprochais des derniers pourcentages. Donc très vite, ils ont entendu que mes poumons étaient touchés, crépitants, comme ils disent. Et dès le lendemain de mon arrivée, j'étais en détresse respiratoire très vite, puisque j'avais 93% de SAT, qui est le taux d'oxygène dans le sang, avec 90% d'aide oxygène extérieur. Oui. Donc voilà, j'ai vécu pendant très longtemps, quasiment un mois, avec l'obsession de l'oxygène et de respirer. Oui, l'obsession de vivre, vraiment on peut dire ça ? C'est compliqué parce qu'on ne formalise pas tout à fait ça comme ça. Bien sûr qu'on a des idées noires et des idées inquiètes de temps en temps parce que les heures sont longues, parce que moi pendant 3 semaines, j'ai eu de la fièvre pendant 3 semaines et jamais descendu. Et donc je dormais quasiment pas et donc je comptais un peu les heures chaque nuit entre les visites d'infirmières. Mais j'essayais de pas trop d'avoir d'idées noires. Alors j'avais mes téléphones et ma tablette avec moi. On est des gens de la communication, on a du mal à s'en couper. Mais dès que j'ai commencé à avoir des nouvelles un peu négatives sur le Covid, et notamment la mort de Pape Diouf, qui m'a vraiment beaucoup affecté, j'ai plus du tout voulu avoir de nouvelles négatives et j'ai coupé un peu j'ai plus regardé Twitter pendant 3 semaines à mois. Je voulais pas être alerté sur des choses négatives. Je me suis contenté d'essayer de penser aux choses simples. Ouais. À plusieurs reprises, on appelle votre épouse en lui disant on va peut-être devoir l'intuber. Ça, c'était le danger, le grand danger. Mais c'était au début du confinement, moi, et je pense que la religion des médecins n'était pas complètement faite sur les avantages et les inconvénients de l'intubation. Dans beaucoup d'hôpitaux parisiens, c'était la règle. J'ai eu la chance à Rambouillet de tomber sur des médecins qui avaient décidé d'individualiser un peu plus les cas et qui se sont dit on va peut-être arriver à lui éviter l'intubation et avoir plus de chances de le sauver comme ça. Alors ils m'ont demandé de rester 3 jours sur le ventre. Je suis resté 3 jours sur le ventre. Et visiblement, ça a fonctionné. Oui, quand on sait qu'on est intubé, c'est un risque sur 2 de mourir. Oui, à peu près. Enfin, on dit à peu près 40%, mais oui, on est quasiment dans ces zones-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les proches. Et j'ai beaucoup d'empathie pour tous les gens qui ont vécu cette crise de l'intérieur. Je ne parle évidemment pas des familles des personnes qui en sont décédées, mais même des personnes qui ont été gravement malades. C'est une maladie qui vous sépare de votre noyau familial et en même temps, il est indispensable. C'est ce noyau-là qui vous maintient, qui vous sauve un peu, qui vous tire vers la vie. Mais en attendant, vous n'avez pas de visite, vous n'avez pas de nouvelles et vous êtes tout seul. Et là,
Et la seule peur vraiment qui vous traverse dans ces moments-là, c'est de vous dire, si ça finit mal, je finirai mal tout seul. Oui. C'est ça, je pense que c'est le truc le plus terrible de cette maladie. Voilà. C'est de sentir quoi, comme un pestiféré qu'on ne peut plus approcher? Non, c'est pas ça. C'est de savoir que, comme les visites sont impossibles, et ben, si ça se passe mal, vous ne reverrez plus jamais les gens que vous aimez. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment lié à cette maladie-là, à la contagion et à ses risques, et qui est terrible, et je repense à ça avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'effroi quand je pense à tous les gens auxquels c'est arrivé. Oui. Vous allez survivre, et vous êtes là aujourd'hui, pour la première fois à l'extérieur de chez vous. Vincent, c'est une victoire sur la vie, c'est quoi? C'est déjà, je sais pas, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a une part de hasard, il y a une part de chance, il y a une grande part de science. C'est-à-dire que c'est quand même les médecins qui nous sauvent dans ces cas-là. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour le personnel soignant et non soignant, parce que j'ai eu besoin d'eux de manière constante et prolongée. Donc oui, on a envie de remercier un peu tout le monde. On a envie de remercier tout le monde, et puis on se promet de ne pas l'oublier. Je ne sais pas si on y arrivera. Ouais. L'équipe, votre journal, avait même proposé d'affréter un hélicoptère pour aller vous chercher. Oui, mais l'équipe a été formidable. Ils m'ont jamais laissé tomber. Il y a eu un soutien énorme par les messages, par la présence, par la présence auprès de ma famille, effectivement la proposition de me rapatrier à Paris en hélicoptère à la Pitié-Salpêtrière. J'ai hésité un peu, j'avais encore cette conscience-là, mais j'ai hésité un peu, et on m'avait dit que l'AREA à Rambouillet fonctionnait bien, et je m'en suis tenu là, et je le regrette pas. Je dis pas que j'aurais pas été soigné aussi bien à la Pitié-Salpêtrière, mais je me suis fait le scénario que dans un grand hôpital parisien, ils allaient suivre la procédure un peu plus... dire qu'ils allaient peut-être intuber un peu plus automatiquement que ne pouvait le faire une petite structure comme à Rambouillet. Ouais. Vous retrouvez la vie, vous retrouverez bientôt le foot, votre passion, la passion de votre vie, le fait qu'on puisse à nouveau jouer au ballon, qu'on puisse à nouveau sortir, qu'on puisse à nouveau vivre. Vous vous dites quoi aujourd'hui? Mon premier sentiment était un peu schizophrène. On était encore dans le confinement, et j'avais encore envie que les gens fassent vraiment attention. J'avais envie de leur dire faites gaffe, faites pas les imbéciles, etc. Puis en même temps, j'avais envie que la vraie vie revienne, et j'avais envie que ça reprenne. Donc aujourd'hui, je suis très content que le foot ait repris. Je recommence à le regarder, notamment surtout le foot anglais, qui est ma passion première et constante. Et je regrette beaucoup que le foot français n'ait pas repris. Même avec beaucoup de recul que m'a donné toute cette période, j'en veux à ceux qui n'ont pas assez défendu le foot en France en tant qu'activité économique à part entière, et en tant que lien entre les gens, parce que finalement personne n'a défendu le foot pendant cette période, et surtout pas les gens dont c'était le devoir pourtant. Ah oui. C'est-à-dire que vous dites, au fond, on dit c'est essentiel, le sport, le foot, c'est essentiel. C'est un besoin. Mais je sais pas si besoin est le mot, mais en tout cas je trouve que c'est essentiel au lien national, c'est essentiel au lien social. Ça fait partie du lien social, ça fait partie du temps familial, le temps passé, ça fait partie de la structure aussi, et de la discipline des jeunes. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont pour cadre principal ce qu'ils apprennent dans un sport collectif. C'est pas, puisque la famille a un peu de mal à avoir ce rôle, puisque l'école a un peu de mal à avoir ce rôle, parfois c'est le sport qui a ce rôle éducatif-là. Donc tout ça est important, et rejouer au foot, ça envoie le signal que tout ça est important. Et je regrette qu'en France, on soit resté à une conception un peu 68 arts ou post-68 arts du sport, en disant mais c'est pas prioritaire, parce que c'était le mot de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Justement, c'est parce qu'il n'est pas prioritaire qu'il aurait dû reprendre avec tout le monde. Voilà. Oui, mais ça y est maintenant. Ça y est, Vincent, vous vous dites, bon, on va vibrer, on va pouvoir s'embrasser quand on marque un but, on va pouvoir recommencer tout ça. Mais je me dis surtout, on va pouvoir revivre. En fait, on a envie de revivre. Moi, j'ai pas envie que le foot reprenne et que la vraie vie ne reprenne pas. En fait, j'ai envie de la vraie vie. Et le foot, pour moi, fait partie de la vraie vie, comme les autres sports, comme le cinéma, comme les concerts. J'ai envie de retrouver tout ça, comme les sorties au resto entre copains. Donc voilà, l'appétit que j'ai aujourd'hui, c'est l'appétit que la vraie vie revienne. Ouais. Vous vous êtes demandé comment vous aviez attrapé la Covid, puis finalement, vous n'avez pas trouvé, et puis finalement... C'est impossible à savoir. Je me suis rendu compte que j'avais échafaudé quelques théories pendant que j'étais sur mon lit d'hôpital. Puis à la fin, en regardant mon agenda, je me suis rendu compte que la plupart des théories étaient fausses, parce que c'était impossible, ça concordait pas dans le temps, et j'avais une mauvaise perception, une mauvaise mémoire des jours précédents, peut-être à cause de la fièvre.
Et donc, en fait, quand j'ai fait la liste, je me suis rendu compte que j'avais des dizaines et des dizaines de possibilités de l'avoir prise. Ça peut être en ouvrant la porte d'une boulangerie, en appuyant sur une touche d'ascenseur. Ça peut être... voilà, il y a des tas de raisons. Je sais aussi, parce qu'il faut quand même dire les choses, que mon surpoids a été un facteur aggravant aussi. Donc voilà, ça j'en suis conscient. On n'a pas tous été égaux face au virus. Oui, mais il faut revivre maintenant, malgré tout, malgré qu'il y a encore du virus. Oui, il faut revivre, parce qu'autrement, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que moi, j'ai encore peur du virus, même si j'ai la chance pour l'instant d'être immunisé et non contagieux. J'en ai toujours peur. J'ai peur qu'il revienne. J'ai peur qu'il revienne sur mes proches, sur les gens que j'aime, évidemment, et sur tout le monde en général. Mais on sent bien aujourd'hui qu'on ne sera plus jamais reconfiné comme on l'a été et qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Donc j'espère qu'on vivra avec le plus intelligemment possible, mais le plus intensément possible également. Merci beaucoup Vincent Deluc, qui a signé d'ailleurs un très beau papier dans Légende, le magazine d'Éric Fotorino, concernant Zinedine Zidane, et puis évidemment qu'on vous retrouve dans l'équipe, le journal. C'était très émouvant de vous entendre aujourd'hui Vincent. Merci. Pour votre première apparition comme ça. Revenez-nous vite. Merci beaucoup.